Destination de rêve, croisière d'exception, aventure polaire. Bienvenue dans Au-delà de l'horizon, le podcast qui vous emmène là où le voyage commence vraiment. Une production Aéria Voyage. Imagine un peu une destination de vacances qui a sciemment conçu toute son infrastructure physique et logistique pour imiter un système d'exploitation informatique parfait. Genre avec zéro bug. Exactement. Zéro friction, zéro bug, puis aucune incompatibilité. Une destination où la saison des pluies n'existe tout simplement pas, où l'eau du robinet est stérile et dont la taille est tellement optimisée qu'on peut la traverser d'un bout à l'autre en 45 minutes chrono. C'est fou quand on y pense, parce qu'habituellement, le voyageur moderne a comme intériorisé une certaine dose de souffrance logistique. Oh, totalement. T'sais, on accepte de vérifier anxieusement les applications météo, de s'inquiéter de la salubrité de la nourriture. De chercher des bouteilles d'eau. Ouais, ou de passer des heures dans des transferts d'aéroports interminables. On se dit que c'est le prix à payer pour s'évader. Mais c'est un prix psychologique énorme, non? Cette fameuse charge mentale du voyageur. On part pour se reposer, mais on dépense une énergie cognitive phénoménale à juste s'assurer que notre environnement de vacances va pas s'effondrer à cause d'un imprévu. C'est épuisant, en effet. Fait qu'aujourd'hui, notre mission dans cette exploration en profondeur, c'est de décortiquer la mécanique d'une île qui refuse ce compromis. Et on parle d'Aruba, bien sûr. Ben oui. On va analyser comment Aruba a réussi ce tour de force d'ingénierie touristique et urbaine. Et pour ça, on s'appuie sur une super source, un document de référence produit en avril 2026. Le fameux guide de voyage ultime sur Aruba. Le sous-titre, c'est « L'île du bonheur à l'état pur », rédigé par Yvan Junior Blanchette, qui est spécialiste chez Aéria Voyage. L'idée ici, c'est pas de faire une publicité pour l'île, mais vraiment de comprendre l'anatomie d'un lieu qui est devenu incontournable pour comprendre le tourisme caribéen moderne. Ce qui rend cette analyse super pertinente, c'est de comprendre que le succès d'Aruba n'est pas le fruit de la magie. Non, c'est pas un accident. Exact, c'est du design intentionnel. C'est une combinaison vraiment rare entre des avantages géographiques innés puis une infrastructure d'avant-garde. On parle pas juste de belles plages ici. Non, c'est bien plus que ça. On parle d'un écosystème conçu de A à Z pour désamorcer l'anxiété. Bon, décortiquant tout ça. Si je reprends mon analogie du début, pour moi, Aruba, c'est vraiment comme le système d'exploitation le plus convivial au monde. On atterrit, on l'allume, puis c'est du clé en main. C'est une bonne image. Mais d'abord, parlons de la loterie géographique, parce qu'ils ont été chanceux. Cette île est située complètement en dehors de la fameuse ceinture des ouragans. Un avantage majeur. Sur le plan de la tranquillité d'esprit, c'est presque un avantage déloyal par rapport au reste des Caraïbes. Et ce qui est fascinant ici, c'est l'impact direct de cette géographie sur le comportement humain. Ah oui? Ben oui, on parle d'un climat aride qui garantit 300 jours de soleil par an, avec une eau qui se maintient naturellement autour de 27 degrés Celsius. C'est la perfection. Le voyageur n'a pas à parier son investissement financier sur les caprices de la météo. Mais là où l'analyse devient vraiment intéressante, c'est quand on observe comment l'infrastructure vient pallier les faiblesses de cette même géographie. Parce qu'une île aride, ça n'a pas d'eau douce. Exactement. Et historiquement, c'est un problème majeur pour le développement. Et c'est là qu'entre en jeu l'ingénierie hollandaise, n'est-ce pas? Totalement. Au lieu de laisser les visiteurs s'inquiéter de savoir s'ils peuvent se brosser les dents avec l'eau de la salle de bain de l'hôtel, l'île a investi massivement dans l'une des usines de désalinisation les plus avancées au monde. C'est brillant. Fait que l'eau potable coule de absolument tous les robinets. Ça semble banal pour nous, mais ça élimine d'un coup l'une des plus grandes barrières mentales du voyage dans les destinations du Sud. Absolument. C'est vraiment l'élimination systématique de la friction. Et ça se poursuit avec la gestion du territoire. L'île fait quoi, 32 km de long à peu près? Oui, à peu près ça. Cette compacité donne aux gens un sentiment de maîtrise immédiat. Il n'y a pas ce vertige, ce sentiment d'être perdu ou dépassé par l'échelle de la destination. C'est très vrai. On loue une voiture à l'aéroport, puis, mettons, en moins d'une heure, la géographie entière de l'île est mentalement cartographiée. Surtout quand on ajoute le fait qu'il n'y a pratiquement aucune barrière linguistique. Ah, ça c'est impressionnant. La population maîtrise couramment l'anglais, l'espagnol, le néerlandais, en plus de leur propre langue locale, le papiamento. C'est hyper accessible. Mais là, écoute, je vais me faire l'avocat du diable une seconde. Vas-y. Si on enlève absolument toute la friction, tous les défis, toutes les distances, est-ce qu'on risque pas de stériliser l'expérience, là?
C'est sur une petite île plate où absolument tout est facile, est-ce qu'on va pas finir par s'ennuyer à mourir après genre 2 jours de bronzage? Ben, c'est un scepticisme très sain, ça. Et c'est vrai que si Aruba n'était qu'un immense complexe hôtelier tout plat, ce serait d'un ennui mortel au bout de 48 heures. C'est ça ma crainte. Mais si l'on relie cela au contexte plus large du territoire arubais, on réalise que l'île compense sa petite taille par une densité de contraste géographique extrême. Ah, donc il n'y a pas juste de la plage? Non, pas du tout. L'absence de friction logistique ne signifie pas une absence de caractère environnemental. C'est vrai que le portrait brossé par notre source est loin d'être monotone quand on lit les détails. On y découvre, par exemple, le parc national Arikok, Qui est immense, relativement parlant. Ouais, ça gruge quand même 18% de la superficie totale de l'île. On est vraiment très loin du stéréotype de la plage de sable blanc et des palmiers, là. C'est un environnement brutal, presque hostile. Très hostile même, des paysages qui ont été sculptés par des millénaires d'érosion volcanique, tout couverts de cactus immenses. Ouais, c'est un désert brut qui se heurte violemment à l'océan. Et la côte Est, elle, n'est pas protégée du tout. Elle est balayée par des vagues super puissantes qui viennent s'écraser sur des falaises calcaires. C'est magnifique. C'est d'ailleurs dans ce parc qu'on trouve les grottes Arawak avec des peintures rupestres millénaires. Oui. Puis il y a aussi la fameuse piscine naturelle Konki. Puis ça, c'est drôle parce qu'on peut l'atteindre qu'au terme d'une expédition super chaoteuse en véhicule 4x4. Fait qu'on passe vraiment d'un environnement ultra contrôlé à une nature complètement sauvage en quelques minutes. C'est tout un contraste. Et cette dualité-là, elle est parfaitement incarnée par le Fort California, qui est situé à la pointe nord-ouest de l'île. Le monument le mieux préservé de l'île. Exact. D'un côté du fort, ta vue plonge sur l'immensité turquoise de la mer des Caraïbes, super calme. Puis de l'autre, tu regardes ce désert aride et poussiéreux. J'imagine que le coucher de soleil depuis ce point de vue doit provoquer un certain vertige géographique, tu sais. Certainement. Et cette tension géographique dicte même le développement urbain de l'île. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais prends les 2 artères balnéaires principales, Palm Beach et Eagle Beach. Elles sont techniquement sur la même côte, séparées par quelques kilomètres à peine, mais l'aménagement du territoire y a créé 2 univers complètement parallèles. Ah oui, le zonage est fascinant. À Palm Beach, c'est vraiment l'hyper-développement. Les hôtels de grande hauteur, l'alignement des casinos, la musique constante, l'effervescence des sports nautiques. L'action mur à mur. C'est un environnement de haute intensité. Et juste à côté, mettons à Eagle Beach, c'est l'antithèse absolue. Ouais, c'est très différent. La réglementation empêche la construction de gratte-ciel, l'ambiance est feutrée, le sable blanc est super immaculé, et c'est d'ailleurs là que se dressent les fameux arbres Fofoti. Ah oui, ces arbres emblématiques aux troncs tordus par les alizés. Magnifique. Donc, ce que ça démontre, c'est que la petite taille de l'île est en fait un atout narratif. Exactement. Le matin, on peut explorer l'histoire géologique dans un désert volcanique poussiéreux et l'après-midi se retrouver dans un environnement d'un raffinement total sur une plage de rêve. La diversité n'est pas diluée sur de grandes distances, elle est super concentrée. Et cette géographie métissée a inévitablement sculpté une culture profondément métissée elle aussi. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que l'ingénierie touristique, c'est bien beau, mais une destination sans âme, ça semble d'être un aéroport de luxe. C'est le danger. Surtout qu'Aruba accueille des milliers de croisiéristes chaque jour. Comment on fait pour extraire une culture authentique sous cet énorme vernis de tourisme de masse? Comment on trouve l'âme de cette île? Selon l'analyse de notre spécialiste, l'accès à l'authenticité arubaise, c'est simplement une question de piratage temporel et spatial. De piratage, OK. Ouais, de timing si on veut. Prenons la capitale Oranjestad. Avec ses superbes façades à pignons d'influence hollandaise, toutes peintes de couleurs pastel, son phare Zoutman et son marché flottant, c'est vraiment l'épicentre du tourisme de croisière. Ça doit être bondé. Totalement. Si on s'y promène à midi, on ne voit qu'une foule en transit, des touristes partout. Mais la stratégie recommandée dans le guide consiste à s'y rendre très tôt le matin ou après 17 heures, au moment précis où les navires lèvent l'ancre et partent. Ah, je vois, l'ambiance doit complètement changer. Complètement. L'acoustique de la ville change, les places publiques sont soudainement réappropriées par la population locale et l'atmosphère caribéenne reprend tous ses droits. Fait que le timing est crucial, mais géographiquement, si on veut vraiment comprendre d'où vient cette société, le guide dit qu'il faut se diriger vers le sud, vers San Nicolas. Oui, et ça, c'est une histoire de développement urbain super captivant.
Saint-Nicolas n'a pas été fondé pour les touristes du tout. C'était le quartier ouvrier construit autour d'une gigantesque raffinerie de pétrole au début du 20e siècle. Cette raffinerie-là, c'est littéralement la clé de voûte de la démographie à Rubers. Ah oui, hein? Ouais, elle a nécessité une main-d'œuvre massive, ce qui a attiré des travailleurs de toute la Caraïbe, d'Amérique du Sud et même d'Europe. Ça a dû créer un brassage incroyable. C'est ce qui a créé un formidable creuset culturel. Aujourd'hui, bien que l'industrie pétrolière ait décliné, ce quartier-là a été réinvesti et transformé par la population. C'est devenu le sanctuaire du mouvement street art de l'île, avec des murales spectaculaires un peu partout, et surtout, c'est l'épicentre de la gastronomie authentique. Justement, la nourriture, ça c'est crucial. Souvent dans les destinations très touristiques, la gastronomie est comme aseptisée pour plaire au plus grand nombre. Un peu fade, ouais. Mais ici, les recommandations de la source pointent vers une expérience très viscérale et locale. L'exemple le plus frappant mentionné, c'est l'institution Zerovers. Ah oui, dans le village de Savanetta? On est à des années-lumière du buffet à volonté d'un hôtel tout inclus avec ça. Vraiment. Zerovers illustre à la perfection la beauté de la simplicité brute. C'est essentiellement une cabane de pêcheurs installée sur un ponton de bois. C'est ça, le processus est ultra transparent. Tu choisis la pêche du jour et tes crevettes, tu payes au poids et la prise est frite immédiatement, puis tu sers ça dans des paniers que tu dégustes au-dessus de l'eau en étant entouré par la population locale. C'est pas de la haute gastronomie avec des nappes blanches. C'est une connexion directe et authentique avec l'économie maritime de l'île. Mais l'héritage colonial se fait aussi sentir de façon très, très gourmande. On ne peut pas ignorer les crêpes monumentales du resto Linda's Dutch Pancakes. Ah, ça rappelle très clairement que nous sommes dans les anciennes Antilles néerlandaises. Et il faut absolument mentionner le fameux Keshi-Yena. Ah, le Keshi-Yena. C'est le plat métissé par excellence, non? Imagine une énorme croûte de fromage Edam, donc un gros classique hollandais, qui est vidée, puis farcie avec un ragoût de viande hyper épicé, aux influences très caribéennes et sud-américaines. C'est merveilleux. C'est littéralement l'histoire géopolitique de l'île résumée dans une seule assiette. C'est une métaphore comestible parfaite. J'adore ça. Et de la même façon, on retrouve des encas très populaires dans la rue, comme les pasticci. Oui, les petits choussons frits. Oui, parfait pour manger sur le pouce, qu'on accompagne inévitablement d'une bière locale Balachi bien froide. En fait, le guide nous fait découvrir une scène culinaire très polarisée. C'est-à-dire? L'île est capable d'offrir la simplicité d'un bol santé au Eduardo's Beach Shack le matin et le raffinement extrême d'un souper au Flying Fishbone le soir, où les tables sont carrément installées dans l'eau de la mer. On mange les pieds dans l'eau. D'accord. Donc, l'attrait logistique est indéniable, la géographie est surprenante, l'histoire culturelle est super riche, mais concrètement, comment on orchestre tout ça quand on planifie un voyage? Faut s'organiser un peu, oui. Il doit bien y avoir des accros dans ce manuel d'instruction parfait. Si je regarde les excursions forts du guide, on mentionne l'épave de l'Antilla. Oui, le navire cargo allemand. C'est un bateau de 400 pieds, coulé pendant la Seconde Guerre mondiale. Sauf qu'on ne l'explore pas juste en apnée avec un tuba. On peut descendre à 40 mètres de profondeur à bord du sous-marin Atlantis. C'est une vraie prouesse technologique offerte au grand public. C'est le genre d'infrastructure récréative lourde qu'on s'attendrait à voir dans une métropole hyper développée. Pas sur une petite île caribéenne de 32 km de long. Sauf que ça exige une planification rigoureuse. Les places dans ce sous-marin sont réservées des semaines, voire des mois à l'avance. C'est le prix de la popularité. Et parlant de planification, je dois lancer un débat sur la fameuse île de la Renaissance. Ah, le dossier des flamants roses. Oui, c'est l'image d'Épinal d'Aruba sur les réseaux sociaux. Ces magnifiques flamants roses qui marchent nonchalamment sur une plage privée. Or, le guide précise que l'accès requiert soit de loger à l'hôtel Renaissance, soit d'acheter une passe journalière qui frôle ou dépasse les 100 $ américains. Ouais, c'est pas donné. Attends, je t'arrête une seconde. 100 $ juste pour le privilège de voir des oiseaux sur le sable. Est-ce que ça ne contredit pas exactement cette promesse d'une île sans friction? Ça ressemble furieusement à une barrière financière très élitiste. Écoute, c'est une excellente observation. Cela soulève une question importante sur la gestion du surtourisme à notre époque. Ouais. Sur une île dont la réputation est bâtie sur la fluidité et l'accessibilité, comment empêcher que les sites les plus emblématiques et fragiles ne soient détruits par l'affluence? En limitant l'accès. Exact.
cette panse à 100 $ est effectivement une friction financière assumée par l'île. Elle agit comme un filtre pour gérer la capacité de charge environnementale de ce petit îlot. C'est une gestion artificielle de la rareté pour préserver la qualité de l'expérience. Sinon, ce serait un chaos total. Vu sous cet angle de gestion des foules, c'est vrai que ça fait du sens. Et il y a d'autres éléments de gestion très terre-à-terre qu'il faut connaître pour que la machine de nos vacances fonctionne bien. Côté pratique, ouais. Par exemple, au niveau des saisons, on apprend que le printemps et l'automne, particulièrement la période de septembre à novembre, sont les fenêtres optimales. Parce que l'été peut être brutal. Oui, l'été est hyper chaud, dépassant souvent les 32 degrés, même si les alizés constants rendent l'air un peu plus respirable. L'utilisation naturelle de l'île. Mais au-delà de la météo, le guide souligne que le voyageur doit s'adapter à certaines lois locales très strictes. Comme la crème solaire au récif. Voilà. L'utilisation d'une crème solaire certifiée sans danger pour les récifs, c'est-à-dire sans oxybenzone ni oxynoxate, ce n'est pas juste une suggestion, c'est une obligation légale pour protéger les coraux. Ce qui est une mesure de préservation tout à fait logique, tu sais. Mais le détail qui m'a le plus fait sourire dans les recommandations de sécurité du guide, c'est le principal danger sur la route. Ah oui, c'est ironique ça. Ce ne sont pas les routes de montagne escarpées ou les animaux sauvages qui traversent, ce sont les ronds-points. C'est complètement paradoxal, mais ça s'explique très bien psychologiquement. L'infrastructure routière d'Aruba est excellente, elle est calquée sur les normes néerlandaises. Tout est propre, tout est lisse. Tellement que le visiteur se sent en confiance et super détendu puis baisse la garde. Et cette complaisance-là, combinée à l'habitude nord-américaine qui est souvent très incertaine face au carrefour giratoire... On n'est pas habitué du tout. Exact. Mais ça crée des situations d'accidents matériels très fréquents aux intersections. La friction a été tellement éliminée de l'environnement que les gens oublient carrément de conduire. C'est quand même fascinant d'être tellement détendu en vacances qu'on devient un danger public sur les ronds-points. Tellement. Sinon, côté logistique financière, c'est zéro friction à l'horizon. Le florin est la monnaie officielle, mais le dollar américain est le roi absolu. Il est accepté absolument partout, sans exception, avec une norme de pourboire de 10 à 15 %, un peu comme chez nous. Super facile. Position d'Aruba dans l'archipel des ABC vraiment stratégique. Oui, l'acronyme pour Aruba, Bonaire et Curaçao. Exactement. Les vols interîles avec des petites compagnies comme Dividivière transforment vraiment Aruba en une plateforme d'échange. En seulement 30 ou 40 minutes de vol, on peut changer radicalement de paradigme. C'est presque un vol de banlieue. Et c'est ça. On atterrit à Curaçao pour s'immerger dans une architecture coloniale vertigineuse qui est classée par l'UNESCO, ou bien on se pose à Bonaire pour profiter d'une des meilleures destinations de plongée sous-marine au monde. L'accessibilité régionale est phénoménale depuis Aruba. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Au terme de cette analyse, l'idée reçue qu'Aruba ne serait qu'un vulgaire piège à touristes un peu superficiel, elle s'effondre d'elle-même. Complètement. C'est en fait un véritable miracle d'ingénierie d'accueil. L'élimination systématique des barrières géographiques, sanitaires et infrastructurelles, ça permet aux visiteurs de ne jamais perdre de temps en mode survie. On est direct en mode vacances. Voilà. Mais cette efficacité demande quand même un certain discernement. Tu sais, il faut réserver les piliers de son voyage longtemps à l'avance, que ce soit une descente en sous-marin ou une table pour souper au Flying Fishbone. Tout à fait. Et c'est là que la recommandation ultime de notre source prend absolument tout son sens. Le spécialiste avertit que l'île peut être parcourue au pas de course en 3 jours. Mais faut pas faire ça. Non, car il dit qu'elle récompense la lenteur. C'est une nuance cruciale. Le design même de l'île vous donne du temps libre en éliminant les tracas logistiques. C'est du temps gagné. La pire erreur, ce serait de combler ce temps libre gagné en surchargeant son horaire de plein d'activités artificielles. Il faut utiliser ce dégagement mental pour réellement s'imprégner de l'endroit. Aller manger du poisson frais sur le ponton, regarder le coucher de soleil. Ce qui m'amène à une réflexion finale assez ironique, bâtie justement sur cette idée que l'île récompense la lenteur. Je t'écoute. On passe notre vie dans un environnement surstimulé, hyper optimisé, où l'on cherche constamment la productivité à tout prix. En réponse à cela, l'industrie du tourisme nous a fabriqué Aruba. L'antidote parfait. C'est ça, une destination d'une fluidité parfaite, un système d'exploitation sans aucun bug, où la charge mentale tombe au zéro absolu. Une bulle avec une absence totale d'adversité. Exactement.
Mais la véritable épreuve, une fois sur place, n'est peut-être pas de savoir si on a réservé assez d'excursions pour s'occuper. La vraie question, c'est dans un environnement où absolument tout est pris en charge, où tout fonctionne parfaitement, sommes-nous encore psychologiquement capables de ralentir? Ah, ça, c'est profond. Face à cette perfection logistique, est-ce qu'on est encore capable de s'asseoir devant une eau turquoise à 27 degrés, à l'ombre d'un petit arbre faux-fouti, et d'accepter l'idée radicale de ne strictement rien faire? C'est le défi ultime du voyageur moderne, ça. Accepter le repos pur et simple, sans aucune culpabilité. Une excellente perspective pour clore notre analyse aujourd'hui. On espère que ces pistes de réflexion vous inspireront de magnifiques découvertes et inviteront tout le monde à repenser la mécanique même de nos évasions. À la prochaine pour une nouvelle exploration en profondeur. Vous venez d'écouter Au-delà de l'horizon, une production Aéria Voyage. Pour en savoir plus sur les destinations et les compagnies présentées dans cet épisode, visitez notre site web au www.aeriavoyage.com, voir tous les détails dans la description. N'oubliez pas de liker et de partager le podcast avec votre famille et vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour être certain de ne rien manquer. À très bientôt.